Vous êtes les bienvenus dans cette édition. À toutes et à tous, bonsoir, les grandes articulations. Ce 3 mai, la liberté de la presse est célébrée à l'échelle mondiale. Un regard rétrospectif est porté sur ce principe fondamental en démocratie. En Guinée, le cadre juridique est encourageant. Par contre, la situation financière reste fragile. Coopération industrielle. La Guinée et la Tunisie sont sur la bonne trajectoire. C'est ce qui ressort du séjour tunisien de la ministre Fatima Camara. Des entretiens ont lieu, des visites aussi dans certaines unités industrielles. Clôture du pèlerinage chrétien à Bofa-Ville-Sainte, se sont retrouvés des milliers de fidèles catholiques au cœur des célébrations. Les 150 ans d'évangélisation de l'Église catholique. Fini le titre, place au développement. À la une de cette édition, célébration de la liberté de la presse, et c'est partout dans le monde entier. Occasion de regarder dans le rétroviseur, la Guinée ne fait pas exception. Le pays reste partagé entre cadre juridique favorable à l'épanouissement des médias et situation financière fragile. La presse guinéenne fait face à de nombreux défis. Mamadou Saliouba décrit la situation. En Guinée, la liberté de la presse est garantie par la Constitution à son article 19. La loi fondamentale consacre la liberté de la presse et la libre expression comme des droits fondamentaux, piliers de toute démocratie. Ce principe assure aux journalistes le droit d'informer, d'enquêter et de s'exprimer librement. Comme dans tout état de droit, cette liberté s'exerce dans un cadre juridique bien défini à travers notamment la loi L02-2010 relative à la liberté de la presse. Elle fixe les règles, les droits et les responsabilités pour concilier la liberté d'expression avec le respect de l'ordre public, le droit d'autrui et l'éthique professionnelle. Pour préserver l'équilibre entre liberté et responsabilité, la haute autorité de la communication veille à l'application des lois et des normes déontologiques dans le secteur de l'information et de la communication et soutient les professionnels des médias, régule les contenus diffusés et intervient en cas de dérive. Ce cadre légal offre aux journalistes un espace de travail protégé permettant d'exercer la profession sans faire face à des menaces ou à des répressions. Un autre indicateur essentiel du respect de la liberté de la presse, aucun journaliste n'est actuellement détenu pour des faits liés à l'exercice de sa profession. Cependant, des défis persistent, notamment en matière de conditions de travail des journalistes et la perception de l'indépendance des médias. La situation financière de la presse reste fragile, marquée par un marché publicitaire limité et des revenus très faibles. Sur le classement mondial de la liberté de la presse, établi par Reporters sans frontières, la Guinée pointe à la 111e place sur 180 pays évalués. Ces défis ne remettent pas en cause la liberté de la presse acquise au fil des ans, mais soulignent la nécessité d'une vigilance et d'une synergie constante pour consolider les acquis et renforcer durablement le climat de confiance et de liberté. En Guinée, toujours entre professionnels de médias, le débat s'installe. La préservation de la paix retient les attentions. Cela passe par la responsabilité dans le traitement de l'information, un élément essentiel dans la consolidation de la cohésion sociale. Son Assagno, Tierno Maroufba. Informer est un droit, dire la vérité un devoir. Ce message fort a été au cœur de la célébration de la journée internationale de la liberté de la presse en Guinée, placée cette année sous le thème « Façonner un avenir de paix ». C'est une journée qui doit être mise à profit par les professionnels de l'information et de la communication pour sensibiliser les populations, les pouvoirs publics quant au respect justement des contours et les pourtours de l'exercice du métier. Nous avons formulé les doléances. Mais à côté de ces doléances, nous avons également pris des engagements.
Parce qu'une presse libre, c'est avant tout une presse responsable. Au nom du ministre, de féliciter les journalistes qui font leur travail, parfois dans des difficultés, dans le travail, un travail spécifiquement compliqué parfois, mais qui le font dans le respect de l'éthique et de la déontologie du métier. C'est aussi l'endroit d'interpeller les journalistes sur leurs responsabilités sociales, parce que c'est important qu'une presse libre soit faite, c'est important qu'une presse libre soit crédible. Journalistes, acteurs des médias, autorités et partenaires se sont réunis pour réaffirmer le rôle essentiel d'une presse libre, responsable et engagée dans la consolidation de la paix et de la démocratie. La presse guinéenne, elle est libre. Moi, j'encourage les journalistes à dénoncer ce qui ne va pas, mais avec des preuves. Mais également à rapporter ce qui va. Parce que dans un pays, il y a ce qui va et ce qui ne va pas. Il le fait dans la plus grande responsabilité. La cérémonie a également été marquée par la remise de distinctions et de prix de reconnaissance à plusieurs professionnels des médias en hommage à leur engagement, leur courage et leur contribution. L'édition de cette année revêt une portée particulière, placée sous la haute présidence du chef de l'État, son Excellence, M. Mamadi Doumbouya. Elle consacre une reconnaissance forte des efforts engagés pour l'émergence d'une presse professionnelle, d'une presse structurée et ancrée dans les valeurs nationales. Moment fort de cette célébration, un prix de gratitude et un hommage spécial ont été décernés au président Mamadi Doumbouya, saluant ses actions en faveur du secteur de la presse et de la stabilité nationale. Au-delà des distinctions, cette journée sonne comme un appel à l'action, celui d'un journalisme plus rigoureux, plus éthique et résolument tourné vers la paix au service des citoyens guinéens. Par ailleurs, district de Bankalan, sous-préfecture de Karfamoria, préfecture de Kankan. C'est parti pour une nouvelle saison agricole, sous l'œil vigilant de la ministre des tutelles. Principale innovation cette année, la relance de la filière coton pour plus de rendement. Jamokaba. À 25 km de la ville de Kankan, le district de Bankalan, dans Karfamoria, sur les rives du Milo, cette année, ce grand bassin agricole accueille les acteurs de toutes les filières agricoles. En première ligne, la ministre de l'Agriculture pour porter la voix du chef de l'État. Dans son agenda, annoncer les bonnes nouvelles pour revitaliser le secteur agricole et galvaniser les acteurs de la culture du coton pour une campagne agricole couronnée de succès. La culture du coton constituait une source de revenus pour les braves populations et contribuait ainsi au développement socio-économique de la société à travers la création d'emplois directs et indirects. Malheureusement, ces dernières années, nous avons connu une baisse significative de la production, ce qui a eu des conséquences néfastes sur nos communautés. Nous visons 5 000 hectares pour qu'une fois, nous soyons dans la durabilité, dans la rentabilité. Nous essayons tant que possible d'aller dans le sens que nous a donné nos responsables. La présence de la ministre de l'Agriculture Aminata Kaba annonce un nouveau départ pour répondre aux multiples enjeux de la souveraineté alimentaire. Le signal fort cadre parfaitement avec la vision du programme Simandou 2040. Notre ambition est claire. Ramener la Guinée à des années de gloire cotonnière et au-delà, repositionner durablement notre pays parmi les grands producteurs et exportateurs de coton en Afrique, à l'instar de nos pays de la sous-région, notamment le Mali, le Burkina et le Bénin. La campagne cotonnière 2026-2027 s'inscrit dans cette dynamique de reconquête et marque une étape décisive dans le processus de redynamisation de la filière conformément à la vision du président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya. Avec ce programme, le ministère consacre son orientation vers une agriculture durable. Des investissements sont à renforcer pour créer un véritable pôle de développement d'activités économiques.
Parallèlement, tournée de la mission de la Chambre nationale d'agriculture à Mamou, elle a rencontré les structures à la base et pour un seul objectif, vulgariser le document de cette institution, activité profitable aux acteurs du monde rural, un financement de la Banque mondiale. Mamadou Paté-Baldé. La Chambre nationale d'agriculture de Guinée dispose désormais des documents de base pour son fonctionnement et son organisation. Dans le cadre de la vulgarisation des documents, la Sénat a réuni à Mamou les membres des différentes chambres préfectorales de la région. Ces documents, c'est pour en fait rendre professionnel la Chambre et c'est la nouvelle version, la nouvelle vision de la Chambre en termes de contribution au développement du monde rural, notamment la pêche, la production végétale, l'agroforesterie, mais aussi l'élevage. Ces séries de documents ont pour impact de favoriser le bon fonctionnement des démembrements de la Sénat au niveau préfectoral et régional en faveur des sous-secteurs de la pêche, de l'élevage, de la foresterie et de la production végétale. Cela vraiment nous permettra de nous outiller sur le fonctionnement et de connaître nos prérogatives et vraiment renforcer nos capacités afin de mieux assurer notre responsabilité. Dans un brillant exposé suivi des débats fructueux, les experts consultants de la Sénat ont partagé les contenus des différents documents avec les responsables de la région en vue d'élargir la vulgarisation auprès des acteurs du monde rural. Cette formation est venue à point nommé dans la mesure où beaucoup d'entre nous ignoraient beaucoup de choses autour de la Chambre d'agriculture. Maintenant, avec cet atelier, nous sommes tous outillés pour comprendre tout ce qui est lié à la Chambre d'agriculture de la Guinée. Dans ce élan, la Banque mondiale, à travers le projet de développement de l'agriculture commerciale en Guinée, accompagne l'appropriation des textes par les communautés et les acteurs afin de relever le défi de développement rural et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Guinée. Pendant ce temps, à Timbi Madina, présence des acteurs majeurs de l'agriculture familiale et le viennent de la sous-région ouest africaine. C'est la première session ordinaire du conseil d'administration du réseau Europa. Au menu des discussions, les enjeux agricoles, alimentaires et économiques. Saint-Martin Fancinadouno. Au cœur des hauts plateaux du Fouta Djallon, Timbi Madina devient l'épicentre de réflexions stratégiques sur l'avenir de l'agriculture en Afrique de l'Ouest. La Fédération des organisations paysannes du Fouta Djallon, structure d'accueil, abrite cette première session ordinaire du conseil d'administration du ROPA, réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest, organisé pour le compte de la Confédération nationale des organisations paysannes de Guinée. Chez nous, actuellement, on vit l'insécurité armée et la production agricole est en train d'en pâtir. Donc, ce qu'on a vu hier, on a vu vraiment pas mal de modèles à emporter pour pouvoir appuyer la production agricole. Structurer le monde agricole en groupement, en union, en fédération. Et ensuite, ce que nous faisons, c'est de les accompagner pour des questions économiques. L'Europa regroupe 13 organisations paysannes nationales et des producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest. Pendant plusieurs jours, les participants examinent les grandes orientations stratégiques du réseau, évaluent les actions menées et définissent de nouvelles perspectives face aux défis majeurs du secteur rural. Vouloir mettre le monde paysan ensemble, 15 pays quand même, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire que nous saluons fortement. C'est une belle initiative que nos États doivent soutenir, parce que c'est ce monde paysan qui nous nourrit. Si nous donnons la force à ce monde paysan pour nourrir notre population, je pense que nous allons atteindre notre indépendance totale. À Timbi Madina, les voix du monde rural s'élèvent à l'unisson pour construire une agriculture plus forte, plus solidaire et tournée vers l'avenir. Une ambition collective qui place les producteurs ruraux au cœur des solutions pour assurer durablement l'autosuffisance alimentaire de l'Afrique de l'Ouest. Pendant ce temps, l'utilisation du gaz domestique en lieu et place du charbon de bois, c'est la tendance en implémentation au niveau du FabGaz, structure en charge de la promotion de ce produit énergétique. À Kindia, invité fait au changement d'habitude. Sounono Sidibé, Marwan Kamara.
Dans les marchés et les lieux publics de la commune urbaine de Kindia, l'équipe du Fonds d'appui à la promotion des gaz est à la rencontre des femmes, principales utilisatrices des combustibles pour la cuisson. À travers des échanges directs et des démonstrations pratiques, elles ont été informées des avantages liés à l'usage du gaz, notamment en termes de santé, d'économie et de protection de l'environnement. Vraiment, je suis convaincue aujourd'hui la sensibilisation qu'ils m'ont donnée à propos du gaz. Mon engagement, je viens encore pour sensibiliser les autres. Je veux dire à tout un Guinéen, surtout on a eu l'usine du gaz dans le pays, de s'abonner au niveau du gaz et oublier le charbon de bois. La chaleur qui s'y trouve dans le pays, alors là, c'est dû à la déforestation. Et la déforestation, là, c'est lié aux coupures de bois. La préfecture de Kindia, l'une des zones agricoles par excellence, subit la déforestation liée à la production de charbon. Par cette campagne de sensibilisation, le Fonds d'appui à la promotion des gaz en Guinée compte accélérer la transition énergétique dans les ménages tout en améliorant les conditions de vie des populations. Et le gouvernement de la République, sous l'impulsion du président de la République, le président Mamadi Doumbouya, est engagé avec notre ministère de tutelle, le ministère de l'assainissement, de l'hydraulique et des hydrocarbures, notre directeur général Kamansagi Diallo, sont tous engagés pour faire du gaz la première ressource pour les énergies de cuisson en République de Guinée. Cette action de proximité pourrait à terme changer les habitudes et préserver les ressources naturelles de la région. La campagne de sensibilisation va se poursuivre dans les autres localités de la Guinée. Le défi restera le même, informer sur l'utilisation et faciliter l'accessibilité des kits pour que le passage du noir charbon au bleu gaz devienne une réalité durable pour tous les foyers du pays. Il y a quelques années, le centre d'éducation à l'environnement et au développement était dégradé. Le ministre Alpha Bakar Bari revient sur le chantier qu'il avait lui-même activé. Le site reflète une nouvelle image, vous allez le voir. Le CED de Pita fait peau neuve, confirmation avec Tiernos Mandialo. En 2022, c'est l'image qu'affichait le Centre d'études à l'environnement et au développement de Pita lors de la toute première visite des lieux par le ministre de l'enseignement technique. Quelques mois plus tard, des travaux de rénovation vont être entamés. Aujourd'hui, ce centre, autrefois dans un état de délabrement poussé, a changé de visage pour offrir un cadre d'études plus attrayant. Comme vous le constatez, nous avions fait une rénovation, une extension de ce centre. Il y avait déjà 5 anciens bâtiments que nous avons rénovés et nous avons construit 7 nouveaux bâtiments. Donc comme vous le constatez, nous sommes sur les dernières lignes droites pour pouvoir faire cette finition afin de livrer cet établissement. C'est l'une des premières, écoles en Afrique de l'Ouest qui non seulement enseigne les techniciens en environnement. Donc ce qui se passe ici, voir ces bâtiments, c'est une chose très importante. Outre les infrastructures, un travail de fond a été mené pour moderniser les programmes du CED de Pita et les rendre conformes aux exigences de l'approche par compétences APC. Un cycle de formation plus court y est également instauré pour des formations dans des métiers comme la gestion de l'eau, des déchets ou encore l'énergie solaire. Les travaux que nous avons vus ce matin sont très satisfaisants. Ils répondent au cahier de charges que nous avons élaboré au début de ce projet. En 2022, les infrastructures étaient vétustes. Les enfants qui étudiaient ici n'habitaient plus là. Il y en avait qui avaient même déserté, qui avaient quitté l'école complètement pour la dureté des conditions de vie. Maintenant, ça s'apprécie. Nous avons des salles de classe bien faites et ventilées, des dortoirs qui sont en perspective, ainsi que des aires de sport et de repos. Je pense que l'environnement est assez propice maintenant pour former nos apprenants. L'inauguration du CED de Pita devrait avoir lieu les semaines à venir, un établissement complètement rénové 29 ans après sa création pour jouer un rôle plus déterminant dans la protection de l'environnement. Dans l'actualité, identification des personnes vulnérables. Dans la région de Boké, l'ANAFIC se met à la tâche. La formation est privilégiée pour une détection sans fausse note. C'est au bénéfice des promoteurs de cette couche de la société. Younous Atawel Kamara. C'est le nouveau siège de l'antenne régionale de l'Agence nationale de financement des collectivités de Boké qui a servi de cadre à cette formation des planificateurs de développement des communes et districts de la région. Le but est de renforcer leur capacité sur l'utilisation de l'outil de vulnérabilité sociale. L'objectif est clair, faire entendre la voix des femmes, des jeunes et des groupes vulnérables
dans les décisions et investissements locaux. Dans cette dynamique, il s'agira de maîtriser les principes de vulnérabilité, d'inclusion et d'exclusion, intégrer les priorités des femmes, des jeunes, des personnes vulnérables dans les PDL et PAI. Le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation a élaboré une boîte de 9 outils climatiques permettant, lors du diagnostic socio-économique local, une planification plus réalisée et plus exclusive. Les 4 jours d'intenses travaux et d'échanges d'idées ont permis aux participants de donner d'amples informations sur le cas spécifique de leur localité en matière de vulnérabilité sociale. C'est un atelier qui nous permet ici d'inclure les personnes vulnérables qui sont exclues dans l'élaboration de PDL et de PAI, dans les différentes communes, des collectivités rurales et urbaines, de tenir compte de leur existence, de tenir compte de leur moralité, de tenir compte également de leurs besoins. Cette autre stratégie de l'ANAFIC, principal instrument de financement des collectivités, prouve une fois de plus que le gouvernement guinéen prend à bras le corps les préoccupations des personnes vulnérables du pays. Coopération entre la Guinée et la Tunisie, c'est l'un des titres de cette édition. Le domaine industriel intéresse les deux pays. C'est ce qui a filtré des entretiens entre la ministre Fatima Camara et ses homologues à Tunis. Au-delà des entrevues, des visites sont faites dans certaines unités industrielles. Abdul Karim Camara, carnet de voyage. Au pays d'Ibn Khaldoun, le fondateur de la sociologie moderne, l'expérience en matière d'industrialisation s'étend sur plus de 60 ans. Ici, à Tunis, la ministre de l'Industrie est reçue au siège de la Tunisian Automotive Association, une référence dans l'industrie des équipements automobiles en Tunisie, dont l'expertise séduit plus d'un pays en Afrique. Ensuite, la délégation arrive sur les installations du groupe Comet à Radès, en haute banlieue de Tunis. Celui-ci est spécialisé dans la conception, la construction métallique et la distribution des semi-remorques et différents équipements supporteurs. Nous avons beaucoup de l'intérêt pour la Guinée. Notre produit a trouvé un grand succès, donc c'est pour cela que le projet d'installation sur place nous intéresse. C'est vrai qu'ils exercent déjà au niveau de la Guinée d'un point de vue commercial. Il fallait de visu constater leur capacité de production, mais aussi leur expertise. Nous nous sommes rendus compte qu'ils respectent la chaîne de valeur et qu'ils tiennent compte de la qualité. Ils ont des certifications également. Et nous pensons que nous allons aboutir à une collaboration future. Cette journée, c'est aussi les visites doublées d'entretien au ministère tunisien de l'Industrie et celui du Commerce. Là aussi, les échanges portent sur comment mieux cerner les besoins d'une vision partagée afin de créer une dynamique en cohérence avec les plans de développement des deux pays. Nous savons que le pilier 1 du Simandou 2040 rentre dans ce cadre. Donc nous voulons développer un renforcement institutionnel par des compétences techniques tunisiennes. Donc ils ont bien voulu accepter cette collaboration qui va être matérialisée, concrétisée au niveau de la Guinée par 2 signatures de nos ministères. Les équipes techniques guinéennes et tunisiennes vont réfléchir sur les différentes pistes de collaboration et le tout s'articulera autour de la redynamisation de la grande commission mixte de coopération dont la dernière session s'est tenue en 2018. On reste sur le continent, au Sénégal, voyage spirituel dénommé Dakar. Plus de 2000 fidèles musulmans se donnent rendez-vous pour 10 jours, non loin de la cité sainte de Médina Gounass. La mobilisation remonte à plusieurs décennies. Nombreuses nationalités répondent à l'invitation. On note également une forte représentation des Guinéens. Kelfa Lamane, Noumousso Diakité. Dans la région de Kolda, au Sénégal, voici la ville sainte de Médina Gounass.
Fondée par un certain Tierno Mamadou Saïdou, la localité sert depuis 1942 de repère pour une retraite spirituelle. Un cheminement de la foi appelé Dakar qui se tient au milieu de nulle part dans la savane, à plus de 10 km de Médina Gounass. Cette année encore, le Dakar refoule du monde. Des fidèles musulmans, loin du tumulte de leur quotidien, pour la quête de l'intériorité de la retraite. Il y a des marabouts qui ont des talibans un peu partout. Mais les faire regrouper dans ce système associatif et faire du Dakar un lieu de rencontre de toutes ces communautés veut effectivement dire qu'il y a une possibilité que l'intégration africaine, que la paix dans la sous-région puisse se faire. Pendant 10 jours, les esprits sont figés par les prières, la wazifa, le zikr, la lecture du Saint-Coran, qui sont les éléments essentiels du Dakar. Ces fidèles musulmans sont venus de toute la région ouest africaine, ainsi que d'autres pays du monde, et la Guinée est valablement représentée. Ce que nous avions puisé de cette occasion, de cette rencontre est immense. Seul Dieu sait ce que ça représente au fond pour nous. Parce que depuis que nous sommes arrivés, on a fait des découvertes et puis on a eu l'opportunité de lire le Coran, de profiter de l'enseignement des différents chers. Et puis surtout, nous avions prié pour le pays, chose qu'il ne faut pas oublier. Parce que si on est là aujourd'hui, on représente la Guinée. Que les bénédictions de cette rencontre religieuse soient bénéfiques pour nous tous. Nous prions pour la paix, pour la population et surtout pour le président de la République, Mamadi Doumbouya. Les valeurs spirituelles incarnées par cette retraite sont de plus en plus préservées par la fondation Dantal Dakar et chaque année, plus de 2000 participants, tous des hommes, y séjournent car la présence des femmes n'est pas autorisée. Autre ville sainte, cette fois-ci en Guinée, précisément Bofa, finit le pèlerinage chrétien. C'est la retrouvaille de milliers de fidèles catholiques. Le thème de cette année invite à l'unité, à la foi et à l'espérance. Au cœur des célébrations, les 150 ans d'évangélisation de l'Église catholique. On retrouve sur place Antoine Makolé, Robert Bangoura, Marie-Simone Noël Tolno. C'est sous le signe de la foi que des milliers de pèlerins sont venus des 5 diocèses de Guinée et des pays voisins pour prendre part au traditionnel pèlerinage national de Bofa. Ce contexte de célébration du jubilé des 150 ans d'évangélisation en Guinée ajoute une dimension particulière aux célébrations, redynamisant l'espérance et la prière pour l'avenir de l'Église en Guinée. Chers pèlerins, l'histoire de l'évangélisation en Guinée nous enseigne que le chemin n'a pas toujours été facile. Il y a eu des moments de joie, mais aussi des moments de difficulté. Il y a eu des périodes d'enthousiasme, mais aussi des périodes d'épreuve. Mais à travers tout cela, le Christ est resté présent. Aujourd'hui encore, il nous dit: n'ayez pas peur. Il nous invite à continuer la mission commencée en 1877. Il nous invite à transmettre la foi aux générations futures. Il nous invite à être des témoins crédibles de l'Évangile dans notre société. Encore cette année, plus de 25 000 pèlerins sont présents dans ce sanctuaire. Ils prient et se recueillent sur la tombe des prédécesseurs dans la foi. Nous nous recueillons sur leur tombe afin qu'ils nous transmettent ce flambeau, qu'ils nous transmettent cette foi, afin de pouvoir suivre le Christ. Parce que suivre le Christ, c'est une mission et c'est une croix. J'exhorte l'Église chrétienne de Guinée à ce qu'on s'engage ensemble pour encore davantage embellir ce site, pour que nos prières montent davantage ensemble. L'Église, dans sa mission d'évangélisation, a toujours été aussi une missionnaire de paix partout où elle est implantée. Depuis 150 ans, l'Église catholique en Guinée contribue au rayonnement de la vie de la nation et au maintien d'une cohabitation pacifique des fils du pays. Je suis venue pour réitérer encore ma foi, communier avec mes frères et sœurs, et c'était vraiment un très beau pèlerinage. 150 ans d'évangélisation, c'est aussi 150 ans d'espérance et d'exultation. C'est donc dans la foi et l'espoir que ces fidèles comptent célébrer ce jubilé
dans leurs différents diocèses pour la clôturer en novembre 2027, ici dans ce même sanctuaire marial de Bofa. Ce millier de pèlerins sur ce sanctuaire marial de Bofa repartent de ce lieu saint raffermis dans leur foi, heureux d'avoir vécu en cette année de grâce 2026 ce temps de communion et de fraternité, symbole de la croissance d'un évangile sémé il y a 150 ans. Célébrer donc 150 ans d'évangélisation, c'est une lueur d'espoir pour la Guinée et pour une église plus vivante. Merci Marie-Simone Noël Tonlo de nous faire vivre ce moment spécial. Face aux violences basées sur le genre, le silence n'a plus sa place. À l'abbé, un média numérique existe désormais. VBG Info devra porter des informations en lien avec le phénomène. Sa mise en service est présidée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sarafedine Diallo, Nabila Moussa Kamara. Les violences basées sur le genre sont des pratiques récurrentes dans nos sociétés. Elles demeurent une réalité douloureuse au sein des communautés, touchant toutes les couches sociales. Des victimes vivent encore dans l'ombre, entre peur et indifférence généralisée. En lançant officiellement VBG Info, nous posons une pierre importante dans l'édifice de la lutte contre les violences basées sur le genre en Guinée. Ce n'est qu'un début. Le véritable travail commence maintenant. Je vous invite donc à vous approprier ce outil, à le faire connaître et à en faire un instrument de justice et d'espoir. VBG Info se présente comme bien plus qu'un média numérique. La plateforme constitue un véritable pont entre les victimes et les services compétents, un outil d'éveil, d'alerte et d'orientation. Je tiens à saluer le courage et le professionnalisme qui caractérisent la production de ce film. Je suis convaincu que porter un tel projet demande une immersion profonde et une éthique pour non seulement respecter la dignité des survivantes, mais aussi en dénonçant l'inacceptable. J'accueille ce choix avec beaucoup de satisfaction et vous rassure à l'avance de mon engagement personnel et celui de mon département à soutenir et accompagner toutes les bonnes actions qui seront entreprises pour une véritable opérationnalisation de cette plateforme numérique, qui constitue une des réponses les plus efficaces aux besoins d'information, de sensibilisation et de conscientisation des populations. VBG Info repose sur une vision claire, bâtir une société où la dignité humaine est respectée, où la justice est accessible à tous, avec une tolérance zéro face aux violences. C'est une habitude à la peau dure, violence basée sur le genre, le phénomène persiste, le projet sensibilise, le milieu scolaire est dans le viseur de l'équipe de la commissaire Marie Gomez. Pour l'étape de Kuntia, le choix est porté sur un établissement de la zone. Colonel Morikaba, adjudant Adamamara. Dans la cour du complexe scolaire Guillaume Amara Traoré de Kuntia, le silence des élèves en dit long. Face à eux, la directrice générale de l'OPROGEM brise un tabou encore trop souvent enfoui. Violence sexuelle, harcèlement, maltraitance, des réalités que beaucoup vivent dans l'ombre. D'une voix ferme, le commissaire divisionnaire de police Marie Gomez interpelle. Nous savons actuellement qu'il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait une commission d'infraction liée aux violences basées sur le genre. Et cette tournée nous permettra de conscientiser ces élèves qui sont dans ces différents établissements, mais aussi les encadreurs qui sont avec ces élèves dans ces différentes écoles. Et ces élèves-là, le plus souvent, sont des victimes des différentes agressions, que ce soit physiques, sexuelles, elles sont les cibles des bourreaux. Et comme l'a dit tout le temps notre hiérarchie, c'est tolérance zéro sur les violences basées sur le genre au sein du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Les échanges sont directs, sans détour. Les regards se croisent, les consciences s'éveillent. Ici, il ne s'agit plus seulement de sensibiliser, mais de sauver, d'alerter et de protéger. À travers surtout la directrice Marie Gomez, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui que je ne connaissais pas, surtout sur la violence des enfants que nous devrons protéger, surtout des mœurs aussi. Prochainement, on fera la même chose. Une fois qu'on a des cas violents, ou bien nous sommes victimes d'un cas violent, on les fera signe. On doit faire beaucoup attention sur les réseaux sociaux, surtout nous
les élèves. Les réseaux sociaux sont là pour qu'on étudie. Donc on ne doit pas prendre ça pour faire des bêtises, ce n'est pas normal. À travers des exemples concrets tirés de dossiers traités par le PROGEM, les élèves découvrent l'ampleur du phénomène et la rigueur des sanctions. Un message clair, la loi existe et elle frappe. Dans cette salle de classe, transformée en espace de vérité, une conviction s'impose. Briser le silence, c'est le premier pas vers la justice. Initiative encourageante à la Cité des Sciences, tenue du Salon du codage et de la robotique, suivi du Forum de compétences numériques en Guinée. Ambition affichée, mettre le digital à la portée des jeunes afin de répondre aux besoins du marché de l'emploi. Pascaline Yomalo. Étudiants, enseignants, professionnels du numérique et passionnés de la technologie ont répondu présent, réunis autour d'un même enjeu, préparer la jeunesse guinéenne aux exigences du monde digital. Au programme, exposition, démonstration de robots, ateliers de programmation et de panels de discussion. Codage robotique, ce sont les compétences qui sont exigées dans ce monde du XXIe siècle. L'objectif principalement, c'est justement préparer ces enfants au métier de futur. Sakoro s'inscrit dans une dynamique de réforme visant à adapter le système éducatif aux réalités du marché de l'emploi. L'ambition, doter les jeunes de compétences pour être compétitifs, innovants et autonomes. L'idée, à travers ce salon du codage, la robotique, mais également du forum des compétences numériques, c'est de venir donner aux jeunes Guinéens les mêmes formations qu'ils peuvent avoir dans les autres pays. On ne peut pas parler de développement du numérique sans avoir des jeunes Guinéens qui soient formés à l'intelligence artificielle, au développement web et mobile. Dans les stands, des jeunes développeurs présentent leurs projets robotiques, illustrant le potentiel grandissant de la relève guinéenne. Les agriculteurs ne font pas d'études préalables du terrain pour savoir quel culture est le mieux adapté au terrain, parce que chaque sol diffère. Alors notre solution agricole assise pour les modèles MPK vient aider les agriculteurs. Les MPK analysent les concentrations de l'azote, potassium et phosphore se trouvant dans les sols, et c'est à partir de ça, il va déterminer automatiquement les cultures les mieux adaptées au terrain. Nous vous présentons une voiture autonome dotée d'une intelligence embarquée capable de percevoir son environnement, d'analyser les dangers en temps réel sans aucune intervention humaine. Le Salon du Code et de la Robotique 2026, associé au Forum des compétences numériques, se positionne ainsi comme une véritable plateforme d'opportunités pour une meilleure insertion des jeunes dans l'univers du digital. On met le focus sur la santé des personnes détenues, un défi que se fixe l'hôpital régional de Farana. La population carcérale reçoit des consultations gratuites, une opération avec beaucoup de précautions. Sur les lieux, la présence du procureur de la République près le TPI de la circonscription. Ibrahima Olenfofana, correspondance. À Farana, l'hôpital régional est au chevet des détenus pour des consultations gratuites. Cette journée sanitaire intervient après une réunion préparatoire de l'hôpital régional, ce après un constat en besoin de soins de santé à la maison centrale, marche qui vise à respecter les droits à la santé des prisonniers. On commence d'abord par la consultation. Après là-bas, ils viennent au laboratoire. Tous les stands sont là. Ils sont prélevés et on va faire l'analyse de ces bilans-là. Et tous ceux qui auront besoin d'être pris en charge sur le plan médicamenteux, nous allons le faire gratuitement. Il n'est pas facile de gérer une prison où nous avions plus de 160 détenus, où nous avions plus de 140 personnes condamnées à des peines allant de 1 à 5 ans ou plus. Donc cette journée permettra à l'ensemble des détenus d'être situés sur leur état sanitaire et les correctifs seront apportés au fur et à mesure. Cette consultation devra permettre à chaque détenu d'être diagnostiqué, permettant ainsi de connaître son état de santé. Un acte humanitaire de l'hôpital régional. Nous sommes très ravis de cette consultation, car nous sommes tous malades. Je remercie les autorités. Les détenus maintenant savent qu'ils ne sont pas abandonnés, qu'il y a des gens, bien qu'ils sont là en conflit avec la loi, qui pensent à eux. Aujourd'hui, nous sommes à 165 détenus.
pour une capacité d'accueil de 50. Et ajouter à cela le manque d'aération. Cette consultation gratuite est marquée par la présence de l'autorité communale et préfectorale. Une intervention sanitaire bien appréciée ici à la maison centrale qui a enregistré ces derniers temps 4 cas de décès des suites de maladies. À présent, santé des jeunes femmes, place aux menstruations. Le sujet reste tabou. Pourtant, un problème de santé publique. L'accent est mis sur l'hygiène. Principale cible, la jante féminine. À travers tout le pays, la sensibilisation s'accentue. Son assaillant. En Guinée, les menstruations restent encore un sujet largement tabou alors qu'elles concernent des milliers de filles et de femmes. Pour briser ce silence, l'ONG Action des femmes et filles de Guinée, AFIG, lance officiellement le Forum national sur les menstruations. C'est de sensibiliser les parents à une communication adéquate avec leurs jeunes filles. Également, sensibiliser les jeunes filles à lever le tabou. Sensibiliser les leaders religieux à pouvoir faire passer le message pour vraiment lever le tabou sur ces questions. Le gouvernement guinéen, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, réaffirme son engagement à promouvoir la santé menstruelle comme une composante essentielle de la santé sexuelle et reproductive des femmes et jeunes filles en âge de procréer. Pendant un mois, des campagnes de sensibilisation seront menées à Conakry, Kindia, Bouké, Mamou et Kankan. Objectif, impliquer les communautés et encourager le dialogue autour de l'hygiène menstruelle. Elle a su que c'est une question qui confisque l'avenir des jeunes filles. Salut ce travail remarquable. Les menstruations ne doivent jamais être un frein à l'éducation, à la santé, à la dignité ou à l'épanouissement de la femme. Ce forum constitue donc un cadre stratégique de dialogue, de réflexion et d'action. Depuis plus de 6 ans, la FIG œuvre dans les domaines de la santé sexuelle et reproductive, de la scolarisation des enfants et de la lutte contre les violences basées sur le genre. À travers cette initiative, l'organisation entend faire des menstruations un sujet de discussion ouvert, inclusif et accessible. On enchaîne avec l'autonomisation des femmes. Le service Plus Académie couronne sa première promotion. Par ailleurs, la fondatrice décline ses priorités. L'État est vivement sollicité dans la qualification de la main-d'œuvre locale. Isiaga Kamara, Amadou Bailobari. S'inscrivant dans la logique de l'éducation et du bien-être de Simandou 2040, le Centre de formation professionnelle pour la promotion de l'excellence, Service Plus Académie, vient d'attester sa toute première promotion, parrainée par Madame la ministre de la Femme, de la Famille et des Solidarités. Ces lauréats en esthétique, onglerie, maquillage et tant d'autres spécialités expriment leur satisfaction et leur engagement à servir avec professionnalisme. Je remercie Madame la ministre Patricia Lama. Sa présence aujourd'hui nous motive, nous donne la passion, l'expérience d'avancer dans notre carrière. C'est désormais un objectif que ce centre se fixe pour la qualification et l'exploitation de la main-d'œuvre locale. Notre objectif est de proposer un centre qui permet l'autonomisation des jeunes et des femmes par des métiers qu'ils peuvent apprendre en maximum 3 mois pour commencer à exercer. Nous essayons de former beaucoup de personnes gratuitement. Je veux que Service Plus Académie soit le centre d'excellence où les Guinéens viennent recruter des Guinéens pour travailler dans le pays. Le ministère en charge de la femme et des solidarités entend appuyer ce centre professionnel pour la qualification des jeunes à travers divers métiers. Ces formations-là sont en rapport avec le projet Simandou parce que les services à domicile, l'esthétique, le bien-être sont très importants pour les populations. Beaucoup de courage à Madame la fondatrice, Madame Tessa, parce qu'elle innove et elle apporte un souffle nouveau à tout ce qui est service au niveau de la société. Et aussi aux apprenantes et celles qui ont été diplômées, je dirais bon courage. Nous allons voir comment signer un partenariat afin de soutenir les étudiantes qui ne peuvent pas prendre en charge leur formation. Tout en élargissant son champ d'action, Service Plus Académie accorde une formation aux jeunes sur une durée record de 3 à 6 mois. Préfecture de Fourikaria, journée internationale des droits des femmes, une célébration en différé, vous le savez certainement,
À Mefarenya, plus exactement, la communauté et la société Rio Tinto se donnent les mains, une collaboration synonyme de bonne cohabitation. Marwan Kamara, Sidiki Sissé. Dans cet espace aménagé pour l'occasion, autorités locales, partenaires et femmes venues de différentes localités de la commune urbaine de Forêt-Karia. Ensemble, ils participent tous à la célébration de la Journée internationale des droits des femmes en différé. L'initiative est le fruit d'une collaboration entre les acteurs locaux et Rio Tinto Simfer. Chez Rio Tinto Simfer, nous croyons profondément au potentiel de chaque individu. C'est pourquoi nous avons fait le choix d'une culture d'entreprise inclusive où la diversité est la richesse et où les contributions de toutes et de tous sont reconnues, valorisées et respectées. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à notre partenaire Rio Tinto Simfer dans l'accompagnement témoin d'un engagement concret en faveur du développement communautaire et de la promotion du bien-être des femmes dans notre pays, particulièrement dans la préfecture de Forêt-Karia. Cette commémoration représente un cadre de sensibilisation et de plaidoyer pour une meilleure prise en charge des préoccupations des femmes et des filles dans les différentes localités de Forêt-Karia. L'accès des femmes à la justice ne doit pas être un slogan pour nous, mais une réalité vécue. Nous, les femmes, demandons que nos droits soient respectés, que nos voix soient entendues et que nos vies soient protégées. Vous représentez tout pour nous. Vous méritez d'être accompagnés. Si vous faites vos bénédictions sur nous, c'est quelque chose qui va nous accompagner durant tout le reste de notre vie. Nous remercions nos partenaires Rio Tinto Simfer pour tout ce qu'elles sont en train de faire. Une célébration riche en messages et en engagement qui témoigne de la volonté de la société Rio Tinto Simfer de faire avancer la cause des femmes. La clôture de la cérémonie est aussi marquée par la remise des kits d'assainissement au groupement des femmes balayeuses dans la sous-préfecture de Maferenya. Merci aux équipes techniques et à l'ensemble de la rédaction, à vous également pour l'estime sans cesse renouvelée. Les programmes se poursuivent, l'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. À très vite.